Martine va ouvrir notre discussion et notre présentation en présentant le contexte. Pourquoi s'intéresser à la robustesse? Voilà, ça va être important pour la suite. Donc, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà très certainement ces acronymes, VUCA ou VICA et BANI. Et en même temps, c'est important de le repréciser parce que ça va nous expliquer vraiment la suite de la présentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire VUCA? VUCA, c'est un acronyme pour le monde dans lequel nous vivons, qui est qualifié de volatile. Alors, volatile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une accélération des changements. Ça va vite, ça va très vite. C'est aussi une ampleur de changement qui est de plus en plus importante. Alors, le monde va très vite. Il suffit, j'aime dire, de regarder des films d'il y a une vingtaine d'années, qu'on trouvait des films d'action, pour voir qu'en fait, ils sont très, très lents. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans une accélération. Regardez l'IA, à quelle vitesse ça va. C'est incroyable. Donc, des changements de plus en plus rapides, de plus en plus nombreux, qui se cumulent et avec des amplitudes de plus en plus importantes. U, c'est pour uncertainties en anglais, incertitude en français. Hein, on a des incertitudes et là, regardez ce qui s'est passé. C'est assez flagrant sur la crise de la Covid. Beaucoup d'incertitudes au début de la crise. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Comment il va muter? Les confinements, combien de temps de confinement? Les répercussions au niveau écologique, social, etc. de la crise de la Covid. Mais de façon générale, on vit vraiment dans un monde d'incertitude. Aujourd'hui, plus que jamais, j'allais dire. Complexité. La complexité, j'appelle ça le phénomène de la boule, de la pelote de laine. Il y a plein de bouts qui sont emmêlés et on ne sait pas pour démêler la pelote quand on tire, si ça va comprimer la pelote ou au contraire, ça va la dépeloter, on va dire ça comme ça. Donc les organisations sont complexes, le nombre de personnes impliquées dans les processus est de plus en plus important. On est en multicritères et la conséquence, c'est quand on prend une décision, on ne sait pas trop quelle va être la conséquence. En plus de la complexité, on a une ambiguïté. L'ambiguïté, c'est un espèce de flou qui fait que ce qui peut advenir, c'est soit A, soit non A, c'est-à-dire tout et son contraire. Et du coup, qu'est-ce que ça donne le monde qui... Alors, les changements, la complexité, tout ça, c'est pas nouveau, mais ce qui est compliqué à vivre, c'est vraiment la combinaison de tous ces facteurs. La conséquence, c'est qu'on a une fragilité des systèmes de décision, etc. Mais ça, je vais passer vite parce qu'on va vraiment y revenir beaucoup plus en profondeur pour la suite. On a une espèce d'anxiété aussi sur l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Le cerveau, il déteste ça. Donc, ça mène une anxiété sur on ne peut pas prévoir, on ne peut pas planifier, ou quand on planifie, tout et son contrainte se passe. On a des problèmes qui sont inédits, puisqu'on a des changements qui sont réguliers et rapides. On n'a plus vraiment de phase de plateau. On a un monde qui est pas linéaire, et ça va vraiment changer les choses. On va être plus en test and learn, on teste et ensuite on apprend de nos erreurs. Et puis parfois, il y a un truc qui se passe et on ne comprend pas. Le I de BANI, c'est vraiment l'incompréhension. Le doute, ça mène un doute sur la confiance en soi et sur la lecture, notre propre lecture du monde. Slide, please. Et du coup, on a vraiment ce qu'on appelle un changement de paradigme. On va passer d'une culture taylorienne, fordienne, à une culture de la coopération, de l'intelligence collective. Vraiment, d'un monde à l'autre, ce qui se passe, c'est plus qu'un changement, c'est une transformation, une métamorphose. C'est-à-dire que ça va nous obliger à regarder le monde différemment avec un autre spectre. Et c'est là-dessus qu'on va développer par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette métamorphose dont je parle? Imaginez, on était, il y a quelques années, dans une culture taylorienne, sur un monde qui était stable, qui était connu, qui était linéaire, qui était lisible.
Et on avait à ce moment-là un fonctionnement qui marchait relativement bien dans ce contexte-là. C'était un management par la hiérarchie, par les procédures, un management pyramidal, hein, avec une culture de l'obéissance. Je te dis, tu obéis. Aujourd'hui, on a un monde qui est mouvant, qui est pas très connu, qui est pas linéaire, et du coup, ce type de management, ça va plus trop fonctionner, hein. On va plutôt, alors que l'équipe est sur une espèce de mer démontée, on va plutôt axer sur où est l'étoile du berger, hein. C'est le management qui est plutôt par la vision. Compliqué de mettre des procédures, et c'est ce qu'on va voir aussi par la suite, à chaque fois qu'il y a une problématique ou une tension relationnelle. On va plutôt être sur un management par la régulation. On avait un accès sur les hard skills, les connaissances, les compétences. Aujourd'hui, on sait qu'elles elles ont une durée de validité très limitée, hein. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des hard skills plus des soft skills, hein, de l'adaptation, de la communication, de l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on a davantage d'accent là-dessus. Donc, on a une culture de l'obéissance qui va passer à une culture de l'autonomie, de la co-responsabilité des équipes. Et puis, des équipes qui passent d'objets de production dans la culture taylorienne à des sujets qui doivent être capables de s'adapter, qui doivent être capables de croître. Donc, on est bien sur une métamorphose, en fait, hein, vraiment avec un changement de paradigme. Tu peux passer au slide suivant. Et du coup, on a un piège systémique, hein, un espèce de système d'emballement qui se passe. En bas, vous voyez crise, risque, crise. Et du coup, quand on a une crise des risques, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de contrôle. Donc, on va contrôler, on va mettre des procédures, on va vérifier, etc. On va appuyer sur... Du coup, il faut absolument que la performance soit en hausse, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une dissipation accélérée des ressources. On va puiser sur les ressources. Or, on va voir que les systèmes vont être globalement en surchauffe, et tous les systèmes. Et quand on parle de surchauffe, surchauffe, c'est tenable pendant un moment, hein, et après, ça devient compliqué. Olivier Hamon, on va en parler un peu plus tard parce que c'est lui qui a vulgarisé le thème de la robustesse, nous dit notre corps, il est le plus performant à 40 degrés. N'empêche qu'on ne peut pas tenir à 40 degrés pendant très très longtemps. Donc, comme on est en train de tirer sur tous les systèmes, c'est comme si on avait notre corps tout le temps à 40 degrés. Qu'est-ce qui se passe? On va fragiliser les systèmes. C'est peu durable, ça peut être efficace, mais pas très longtemps. On va avoir de la souffrance, de l'épuisement. Olivia Mann parle de violence dans les relations. Et puis, au final, on vise la performance, mais on arrive à quoi? On arrive à une perte de la performance. Et Olivia Mann parle de burn-out des systèmes. J'aime bien. Je ne sais pas si ça vous parle, on en parlera après, mais moi, ça me parle beaucoup. On va avoir au niveau des... Qu'est-ce qui se passe, du coup, au niveau des systèmes? On arrive sur des pénuries de ressources, hein. On arrive sur des dérèglements climatiques, on arrive sur une diminution de force de la biodiversité et sur des pollutions globales. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Au niveau de l'organisation, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Imaginez des systèmes qui sont tendus à bloc, optimisés. On est sur l'ultra-performance. Du coup, sur les personnes, qu'est-ce que ça donne? Des personnes tendues. Donc, ça donne l'émergence de fatigue, épuisement, burn-out et tous les RPS dont on parle davantage aujourd'hui. On va tendre les équipes. Donc, les équipes, elles sont tendues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont en conflit, qu'elles n'ont plus trop envie de travailler ensemble, qu'elles travaillent chacun de leur côté, en silo. Ça veut dire qu'on n'a plus vraiment de la coopération, de l'intelligence collective dans les équipes. Qu'est-ce qu'on a? On a de la compétition quelque part dans les équipes. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, aujourd'hui. Et on a les personnes, les équipes, donc les organisations dans lesquelles elles s'inscrivent. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des systèmes qui sont extrêmement fragilisés et peu durables. Et donc voilà, la performance, c'est pas que c'est mauvais en soi du tout, hein, c'est que la performance à tout craint, la performance comme seul indicateur,
et ben, en fait, aboutit à l'épuisement des systèmes et au final à la non-performance. Alors, on ne va pas vous laisser là-dessus, hein, puisqu'en fait, on va présenter une alternative, hein, et une alternative en la robustesse. Alors, la robustesse, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été vulgarisé par Olivier Amand. Olivier Amand est biologiste lyonnais et il va s'inspirer justement du vivant pour nous donner une alternative à la performance à tout crin. Et là, je passe la parole à Anne-Sandrine. C'est à toi. Et donc, la robustesse. La robustesse, donc, ça part de la logique, comme l'a présenté Martine, de la logique biologique. Ce qui veut dire que ce qu'observe Amand, c'est que des arbres, des fleurs, des systèmes végétaux vont du coup exister depuis des millénaires, et il se pose la question pourquoi ils existent depuis des millénaires. Et quand il observe leur mode de fonctionnement, il s'aperçoit qu'ils ne recherchent pas la performance, c'est-à-dire croître à tout prix et se développer et prendre de la place à tout prix. Ce qu'ils cherchent, c'est assurer la viabilité de leur système. Et pour ça, la recette, les ingrédients, c'est 4 éléments importants. L'incohérence, c'est-à-dire que du coup, quand on observe le mode de croissance de ces végétaux, on s'aperçoit qu'il y a des nœuds où, en effet, eh bien, on ne sait pas si on veut faire pousser une branche, si au contraire on veut empêcher la branche de pousser. Et donc, du coup, il y a des nœuds où il y a de l'incohérence. Et l'incohérence, ça permet quoi? Ça permet la souplesse et donc l'adaptation. C'est un petit peu, si on pourrait prendre l'image d'un rond-point, où en effet, on a le choix d'aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Et selon le contexte dans lequel on va se trouver, on ira en haut, à droite, à gauche. Pour autant, vont construire du coup des nœuds. Et ces nœuds-là vont permettre, dans le cas, par rapport à leur environnement, d'identifier vers où ils vont. Et donc, nous, dans nos systèmes d'organisation, ces nœuds d'incohérence sont hyper intéressants. Deuxième point, c'est la question de la redondance. Exemple chez nous, de reins, de poumons. Pourquoi? C'est coûteux, ça nous coûte cher, c'est sûr, d'avoir de poumons, ça nous coûte cher d'avoir de reins, ça nous demande beaucoup d'énergie. N'empêche que quand on a un poumon qui n'est plus là, on peut continuer à courir, on peut continuer à respirer, on peut continuer à vivre. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est d'être marathonien ou de continuer à assurer notre vie au quotidien, à petit trot. Troisième élément, la lenteur. C'est-à-dire que l'idée n'est pas nécessairement de grandir et de prendre beaucoup de place, mais peut-être de chercher dans la lenteur, donc croître un tout petit peu, tout doucement, la capacité à pouvoir s'adapter et corriger. Si on va trop vite, on se prend les pieds dans le tapis, on se prend le mur. Si on va plus lentement, on a le temps de regarder derrière soi et on sait que l'on construit l'avenir à partir de notre référence au passé. La disruption, ça n'existe pas en organisation ou dans le monde humain. On est des êtres d'histoire et donc des êtres de processus historique. Donc la lenteur, c'est notre ami. Et la troisième particularité, l'hétérogénéité. Arrêtons de faire des équipes de clones. On a besoin d'avoir des gens, des moutons à 5 pattes dans les équipes. On a besoin d'avoir un troupeau de moutons à 5 pattes. Pourquoi? Parce que plus on met de la diversité, plus on est capable de pouvoir répondre aux événements, parce qu'on aura 25 000 façons de penser et on aura du coup des capacités d'adaptation et des capacités à pouvoir répondre dans l'incohérence, à savoir quelle branche il faut prendre et quelle route il faut prendre sur le rond-point. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, c'est quoi la capacité, la robustesse? La robustesse, c'est notre capacité à assurer la viabilité de notre système et sa stabilité. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas grandir, mais c'est plutôt s'assurer d'abord que nous sommes viables, donc pérennité, ce qui n'est pas inintéressant dans le cadre des organisations, s'assurer que nous sommes du coup aussi sûrs, ancrés dans notre territoire, ancrés dans notre activité, ancrés dans notre savoir-faire, pour après peut-être grandir. Mais dans un premier temps, c'est assurer sa stabilité
et à s'assurer son ancrage dans sa pérennité. Et donc, du coup, ne pas confondre résilience et robustesse. La résilience, c'est la capacité de l'art du robot. C'est-à-dire que du coup, il m'arrive un événement, je tombe à terre, je tape du pied et je remonte. Il m'arrive un problème dans l'organisation, on n'est plus bas que terre du fait d'une crise, on regarde ce qui se passe, on réfléchit à absorber cette crise et on rebondit. La robustesse, je le rappelle, c'est maintenir les systèmes stables, viables, malgré les fluctuations, élargir les bornes pour encaisser les chocs sans s'effondrer. Donc l'idée, ce n'est pas rebondir, mais l'idée, c'est encaisser pour se réadapter et pour se réorganiser. De la même manière, robustesse n'est pas agilité. L'agilité, c'est chercher à slalomer, c'est-à-dire que l'agilité, elle voit toujours le même objectif. Et donc, du coup, elle va faire des slaloms pour pouvoir parvenir à répondre à l'objectif. Ce qui reste fragile parce qu'elle peut avoir plein d'embûches, mais elle n'a pas la possibilité de pouvoir absorber ces embûches. Elle n'a que la possibilité de pouvoir les contourner et slalomer entre ces embûches. La robustesse, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que du coup, peut-être que l'objectif qu'on avait au départ, c'est peut-être pas le bon. Et que du coup, il faut qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on aille voir autre chose, parce que notre survie, elle n'est pas où on l'avait posée. Elle se pose différemment au regard des événements. Ce qui veut dire que la robustesse, elle est en symbiose avec son environnement. Et du coup, par rapport à ce qu'a expliqué Martine, c'est super intéressant. Ce qui veut dire que quand on a une organisation robuste, elle va répondre réellement à la synergie et au système dans lequel elle est. Donc, elle va s'engager dans une lecture systémique. Et du coup, c'est vraiment un changement de vision, c'est-à-dire le monde performant qui, du coup, est une fragilisation, il nous dit d'aller vers, c'est-à-dire l'objectif, c'est, voilà, il faut aller à cet endroit-là avec une maîtrise de contrôle du fait de la rigidité des systèmes où on est en compétition et on court tout le temps. On est sur du temps court, il faut aller vite, vite, vite et rata vite. Le monde robuste, c'est de se dire quel chemin je vais prendre au regard de l'environnement et du système dans lequel je suis. Donc, du coup, c'est être acteur. Et du coup, c'est de quoi nous avons envie. Qu'est-ce qu'il nous faut faire vivre? Et de quelle manière je peux m'appuyer sur les partenaires en interne et en externe en sortant de cette logique bureaucratique de métier ou de logique de statut, mais plutôt réfléchir à dire, toi, tu sais faire quoi et en quoi tu pourrais venir avec moi dans le chemin que nous avons choisi. Et on s'inscrit dans du temps long, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir un résultat aujourd'hui, demain, mais on remet du temps long. Le temps long de l'entreprise, c'est 3-5 ans. Aujourd'hui, on est à des mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Là, c'est de dire non, on accepte. Je reprends l'analogie du temps long et d'un monde robuste, c'est de réfléchir quel est notre chemin pour construire une activité d'accompagnement des usagers qui demandent du soin, de quoi on a envie, dans quel système on est, de quelle manière on peut coopérer et co-construire une organisation, une entité, et se dire que cette entité, elle sera viable peut-être au bout de 2, 3, 4 ans. Ça laisse le temps de monter en charge et du coup d'aménager au fur et à mesure les choses. Donc voilà, donc c'est de repenser l'humain. On va passer d'un système hiérarchique robuste, bureaucratique taylorien, on n'en est pas sorti, ça pète par tous les bouts. C'est normal parce que le coopératif pousse. Pour autant, on ne sait pas faire encore aujourd'hui, on ne sait pas répondre encore. Et l'idéal, ce serait d'aller vers un système coopératif. Donc, du coup, la coopération, c'est pas la compétition. C'est-à-dire qu'on arrête de la compétition, hein, ça va permettre de sélectionner les plus violents et ça va épuiser nos ressources. À force de courir et de jouer des coudes, eh bien, on tombe par terre. Autre chose hyper intéressante que explique la robustesse. Aujourd'hui, dans notre monde technique, qui est le produit de notre histoire, hein, depuis le 19e siècle, on est dans une société technicienne qui va sur une valorisation, franchement, de l'hyperspécialisation. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans un monde aussi
multifactoriel, aussi incompréhensible, aussi fragile, aussi, je dirais, qui part dans tous les sens, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les généralistes. Donc, c'est avoir un maximum de connaissances sur plein de choses, s'ouvrir, ouvrir ses chakras pour ensuite, après, travailler sur sa polyvalence. La polyvalence, c'est pas la polyvalence des tâches, c'est la polyvalence des activités, c'est-à-dire la polyvalence de ce qui construit notre coopération, du nœud de notre coopération, et donc plutôt que l'hyper-spécialisation. Alors là, aujourd'hui, on en est très loin, parce que ce qu'on observe, c'est que plutôt on va vers de l'hyper-spécialisation et non de l'adaptabilité. Ça explique pourquoi la figure de l'ingénieur, actuellement, notamment les formations ingénieurs françaises, on le vend en poupe parce que ce sont des super généralistes et qui sont capables de polyvalence, et on les a construits comme ça. Le système de formation, on les a construits comme ça. Et puis, c'est accepter l'incohérence. Et ça, c'est super chouette, parce que ça veut dire qu'on arrête de dire que l'attention, c'est normal au travail. Le fait de ne pas être d'accord, c'est normal au travail. C'est sain. Le fait de dire, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense différemment. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a la possibilité d'avoir des espaces où on va exprimer des opinions divergentes, inévitablement, la contradiction va faire grandir et va faire cogiter. Et du coup, on va arrêter ces consensus mous où en fait, on finit par dire oui, 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 mais combien vous disent oui et font non ? Parce qu'on est dans le consensus mou. Et en fait, on lâche en disant, de toute façon, du fait de cette organisation rigide, le chef a décidé, la direction a décidé, on va faire comme ça. Pour autant, je ne le ferai pas. Résultat des courses, fragilité parce que dysfonctionnement ou ne pas faire. Donc, la robustesse, elle nous amène à repenser ces fonctionnements-là. Et tous ces fonctionnements-là sont des fonctionnements profondément managériaux. Alors là, on va vous proposer un petit jeu avec Martine, qui est de réfléchir sur les croyances du monde hospitalier. Peut-être y a-t-il des questions d'ici là ou pas, Guillaume ? Non, il n'y a pas de questions pour le moment sur le chat. Ok. D'accord. Donc, du coup, les croyances du monde hospitalier. Donc, première croyance, la performance est une finalité, la recherche du résultat à tout prix. Donc, exemple, la DMS, c'est une finalité. La file active, il faut que vous ayez une super file active. Le taux d'occupation, le temps de travail. Bon, du coup, c'est logique. Oui, il est important qu'on ait un taux d'occupation, qu'on fasse en sorte de faire tourner notre machine, qu'on ait une rotation des lits, qu'on puisse répondre à l'ensemble des patients qui demandent à avoir accès aux soins. Ok, c'est logique. Mais c'est fragile. Pourquoi ? Parce qu'un système optimisé perd des marges. Or, qu'est-ce que vous faites quand tous vos lits sont pleins ? Eh bien, les urgences débordent. Qu'est-ce que ça provoque ? Eh bien, ça provoque que, du coup, les urgences hurlent sur les services qui ne peuvent pas prendre, ou vous avez des bed bloqueurs et vos bed bloqueurs, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, du coup, vous faites de la pression avec le SMR, l'EHPAD ou la famille pour faire en sorte que la personne retrouve. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est des personnes qui sont en tension, qui sont en conflit et qui, du coup, sont déjà en de cocotier avant d'arriver au travail parce qu'ils savent qu'a priori, ça va pas se passer mal. Alors que si on met des marges, eh bien, les marges absorbent la crise. Les marges, c'est de se dire, on a 1 ou 2 lits tampons. Les marges, c'est de se dire que peut-être il y a d'autres manières de fonctionner. Les marges aussi, c'est de travailler la fluidification des parcours, travailler les partenariats, travailler peut-être l'émergence d'un service différent qui serait le service marge dans les institutions. Et la robustesse dans tout ça, Martine ? Je crois que tu as déjà commencé à en parler. Justement, la robustesse, justement, elle assume en tout cas qu'en fait, il y a besoin de marge, que les marges sont plus que nécessaires. Elles permettent d'absorber justement l'inattendu, ce qui arrive et qu'on n'avait pas prévu. Hein. Elle assume du coup le besoin de redondance. Et elle va aussi assumer justement ces étapes de, on va dire, de refroidissement des équipes et des activités. Hein, c'est-à-dire prévoyons aussi dans nos plannings et globalement des zones de refroidissement
de respiration, des zones où on va pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, se dire du coup, est-ce qu'il y a une autre sortie possible, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, on partage, on va mettre voilà, de la coopération, de l'échange, on va pouvoir trouver aussi des solutions inédites. Parce que si on est toujours dans le flux, on n'est plus qu'en réactivité. Hein, on n'est pas dans la création, dans la meilleure solution possible, on est juste dans l'action-réaction, avec quelque chose qui s'emballe de plus en plus, où on devient finalement de moins en moins performant. Et surtout, on n'est pas très durable. Je crois qu'il y avait une question. Oui, il y a une question, mais j'attendais que vous terminiez. Voilà, Céline qui a levé la main. Allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez prendre la parole et poser la question ou faire une remarque à mes collègues, vous pouvez. Il faut que vous réactiviez le micro là, qui est en Ouais. bas, deuxième icône à gauche. Céline. Ou autrement via le chat, hein, n'hésitez pas. Oui, sinon via le chat et puis on répondra tout à l'heure du coup. De toute façon, on Ok. laissera Non, du temps c'était pour une fausse manipulation pour moi, excusez-moi. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, très bien. ça marche. Eh ben, je laisse poursuivre alors. Désolée. Ok, donc la Et donc- robustesse, c'est ça justement, c'est ces zones tampons, ces marges, c'est voilà, ne bourrons pas nos agendas, ne bourrons pas, voilà, ne faisons pas de l'ultra performance parce que de toute façon, ça va fragiliser le système et les équipes et les organisations. Et on a une petite question à laquelle on va vous proposer de répondre dans le chat. Votre service est-il… Oh, pardon. Du coup, votre service est-il performant ou simplement optimisé jusqu'à l'asphyxie? 1 performant, 2 asphyxie. Alors, allez-y, dans le chat, mettez-nous 1 ou 2. Et puis, du coup, Performant Guillaume, ou asphyxié. et du coup, Guillaume, tu pourras nous donner la tendance. Bien sûr. Déjà 2 asphyxies, 3 sur 3. Un pouce vers le bas, donc j'imagine aussi. C'est asphyxie. Ah, il y en a un qui est performant. Clair sur le 2. 1. Ok, on a des services performants, Ouais. très bien, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur l'asphyxie. Hein. Plus sur le 2, mais avec quand même avec du 1, hein, avec des 1. C'est bien, super. Donc, du coup, c'est tout à fait chouette. Donc, en effet, on est plus dans l'asphyxie parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des systèmes qui, en effet, sont fragilisés du fait qu'on tire dessus. Du coup, les marges de manœuvre sont de plus en plus inexistantes, voire inexistantes. Et il serait intéressant de se poser la question, pourquoi ceux qui ont mis performant considèrent que leur service est performant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont qui garantissent une performance? Et je suis persuadée, s'ils pouvaient nous mettre des éléments, ce serait intéressant pour qu'on revienne sur cette notion de performance. C'est vrai qu'on a souvent des équipes qui sont en apnée. Hein, et je reviens sur ce que disait Olivier Hamon, qui sont à 40 degrés toute l'année, ou presque. Et donc, en apnée, quand on est en apnée, on ne fait que de la réaction à ce qui arrive. On ne fait pas de l'innovation, on ne fait pas de la recherche de solutions vraiment appropriées. Hein, on fait du coup tout le temps de la même chose à ce qui nous arrive et tout le temps dans l'urgence. Est-ce que du coup, ils ont expliqué leur notion de performance ou pas? Oui, et du coup, conflit. Ouais, Et du coup, conflit, je suis d'accord. Pour Sandrine. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, Olivier Hamon, H-A-M-A-N-T. Il fait beaucoup de vulgarisation, vous pouvez vraiment le retrouver. Il fait plein de vidéos sur les réseaux. De rien, Léa. Oui. Et il a fait un petit manifeste qui est le culte de la contre-performance qui coûte 3,90 € chez Gallimard. Voilà, où il explique sa théorie. Donc, c'est Olivier Hamon qui est vulgarisé, mais en fait, c'est le résultat de 2 équipes de recherche. Oui. Et c'est lui qui est la figure de la médiatisation, je dirais, du concept. Deuxième idée. Pourquoi ça passe plus? Alors là, je ne sais pas. Ah, ça y est. Le rôle du manager. Garantir la continuité de l'activité de façon sécurisée, conforme aux bonnes pratiques. Donc ça, c'est une croyance, comme quoi vous devez
faire en sorte que tout fonctionne. Donc, pourquoi ça peut être logique? Parce que le soin est à risque, et parce qu'il faut faire en sorte de standardiser pour réduire la variabilité, faire en sorte de répondre au mieux, réduire la variabilité, réduire l'erreur. Donc, ça, c'est une logique. Ce qu'on observe à court terme, c'est que quand on est dans des systèmes comme ça, on est toujours en surcharge cognitive. C'est-à-dire que du coup, on est toujours au maximum de nos réflexions. Donc, on n'a pas de temps pour se désengager. Aussi, désengagement décisionnel. Comme c'est écrit dans le protocole, j'ai fait comme ça. Donc, du coup, ça va poser des soucis. On va être aussi dans l'application mécanique sans discernement. On va être dans le faire. Et quand on est dans le faire, on n'a pas le recul pour bien évidemment s'adapter. Et délitement du jugement clinique. Il est très intéressant, que ce soit Martine ou moi, où on entend souvent « Ah oui, mais ils savent plus, ils connaissent plus, etc. » C'est pas qu'une question de connaissance, c'est qu'ils peuvent connaître, ils savent même. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller chercher leurs connaissances parce qu'ils sont déjà en surcharge cognitive? Et donc, du coup, ça, on a quoi? Des soucis. Et la robustesse, quand on arrive à la mettre en place, Martine? La robustesse, justement, ce qui est intéressant dans la robustesse, c'est qu'on ne va pas chercher à éliminer des choses qu'on ne peut pas éliminer, à vrai dire. C'est qu'on va prendre en compte le fait qu'il y a de l'inconnu, il y a de la variabilité. Et au lieu d'essayer de contrôler tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher plutôt à renforcer la capacité de réponse du manager et des équipes. On va renforcer la capacité d'adaptation. Alors, au lieu d'avoir des protocoles, etc., dans tous les sens, et des protocoles qui travaillent sur ce qui n'avait pas été pris en charge par le protocole précédent, on va arriver à, OK, il y a le protocole de base, et du coup, comment est-ce que je vais faire pour m'adapter au cas particulier, à la variabilité? Et du coup, la sécurité vient justement pas de la compétence d'une personne, n'est pas portée par une personne, mais est portée par un groupe, et par cette capacité à s'adapter au lieu d'un empilement de procédures. Avec la question maintenant qui dérange peut-être Anne-Sandrine. À partir de quel seuil le protocole devient-il un anesthésion de l'intelligence? D'après vous, combien de protocoles sont nécessaires et à partir de quel seuil, donc c'est un nombre, les protocoles deviendront trop nombreux et anesthésiera du coup l'intelligence et la capacité de réponse anesthésiera le bon sens, on va dire. Si vous pouvez répondre dans les chats. 10, 3, 10 aussi, 2, 5, 4. C'est sympa, on voit les bulles qui se déplacent. Donc, on a entre 2 et 10 là, du coup, de protocoles. À partir de ce nombre, en fait, on anesthésie l'intelligence. Alors, la réalité, c'est qu'au-delà, selon vos réalités de travail, mais au-delà de 10 protocoles, ça ne sert plus à rien. Par contre, du coup, ce qui voudrait dire qu'il faudrait être entre 5 et 10 pour pouvoir assurer une capacité à pouvoir utiliser à bon escient le protocole et laisser la marge déterminisme de l'équipe sur sa compétence pour pouvoir réagir et trouver l'engagement qui va permettre de sortir de la situation, ou toujours est-il de trouver un nouvel équilibre. Donc, on voit qu'à l'hôpital, il y a du ménage à faire. Si on veut mettre un peu de ou dans le médico-social aussi. Il y a un peu de ménage à faire. Certains ont dit, en plus, les classeurs sont rarement en fait à disposition ou connus ou je ne sais quoi des professionnels. Ben oui. Et non, alors voyez, non seulement, donc du coup, quelque part, est-ce qu'il faudrait mieux pas en avoir 5 qui sont affichés, visibles de tout le monde, qu'avoir ce classeur qui prend la poussière ou cette jet qui sert à rien, qui sort une fois tous les 5 ans quand on fait l'évaluation ou la certification pour montrer, regardez, on a.
et puis permettre aux personnes justement de mettre en place leur jugement clinique, de pouvoir mettre en place leur créativité et leur réalité. On a une très bonne jauge qui est la période du Covid. À la période du Covid, justement, la robustesse a été mise en œuvre. C'est-à-dire que comme il y a eu cet événement qu'on ne connaissait pas, cet inconnu, on est revenu sur des fondamentaux, on est revenu sur des bases, et donc du coup, on est revenu aux 5-10 protocoles. Et le reste, les gens se sont adaptés, ont inventé, ont réinvesti des choses, ont fait des détournements, ont retenu, donc du coup, on fait de la rétention, ces fameux nœuds. Et franchement, il y a eu combien de personnes qui ont fait des activités complètement hors de propos? Très peu. C'est-à-dire qu'on est en capacité de faire du virage contrôlé. Voilà. Faisons confiance à l'humain et à son intelligence. Alors, le contrôle réduit le risque. Ouais, voilà, la certification, hein, les audits, le reporting, la traçabilité, le pilotage par indicateur, tout ce qui est mesuré et maîtrisé, vous voyez, hein, le fantasme d'une visibilité totale, il faut tout écrire dans ce dossier partagé, informatisé ou ce dossier patient, il faut tout écrire. Donc, c'est logique, comme ça nous permet de voir où on est, c'est de la transparence, etc. OK. Trop de contrôle génère de la conformité. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des trans pertinentes? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des écrits professionnels pertinents? Stratégie de conformité, masquage des problèmes, perte d'initiative. Puisqu'on me donne et on me met cette pression qu'il faut que je raconte tout, du coup, je mets RAS, je reprends le minimum syndical et où je n'en parle pas et je mets les problèmes sous le tapis et le cadavre dans le placard. Comme ça, c'est bon. Et plus on centralise une décision, moins les équipes développent leur autonomie. Donc, plus on est dans une lecture managériale et une ligne managériale autoritaire où on va avoir une décision qui descend du haut et qui s'applique en bas, moins les gens vont faire l'effort. Et du coup, ils vont surtout pas faire l'effort. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, le contrôle. Parce que si je fais un effort, je serai hors contrôle et je vais me faire taper sur les doigts. Et donc, du coup, la robustesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je voyais, pourtant, on nous bassine. Est-ce que c'est tracé? Alors, évidemment, le but, c'est quand même de tracer ce qui doit être tracé. Mais là où on parle, c'est vraiment de l'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle va déresponsabiliser les équipes, va démotiver les équipes. La robustesse part du principe, justement, de subsidiarité. Alors, c'est quoi ce grand mot? C'est-à-dire, prend la décision, la personne qui est la plus à même de prendre la décision. Qui a les connaissances, qui a les compétences aussi, et qui est le plus proche justement de cette réalité-là. Donc, le but, c'est justement de ne pas tout prévoir, parce que de toute façon, on peut contrôler au final que ce qu'on connaît, mais il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait pas prévues, etc. Donc, en fait, le contrôle absolu, c'est juste une illusion. C'est surtout ça. Donc, au lieu d'essayer de contrôler et d'avoir une organisation descendante, c'est plutôt essayons du coup de ne pas tout prévoir, mais d'essayer de prévoir comment est-ce qu'on peut réagir si justement des choses qu'on ne prévoit pas arrivent. Et le but, c'est plutôt à rendre les différentes personnes à différents niveaux justement ouverts et capables de gérer cet imprévu. Moi, j'aime à dire être OK dans le chaos. C'est-à-dire le chaos, les choses imprévues, on est dans l'incertitude, ça change tout le temps, ça devient la norme. Et on a deux solutions par rapport à cette évolution. Soit on nage à contre-courant, on cherche à tout contrôler, on met plein de protocoles, etc. Mais c'est comme si on nageait à contre-courant. Alors ça, c'est bien pour les saumons, et comme on n'est pas des saumons, on s'épuise, on perd la motivation, c'est pas efficace et puis on risque de couler, quoi. Donc là, la proposition de la robustesse, c'est plutôt de rechercher à re-rentrer dans le courant. Et donc, OK, admettre que le monde est VUCA, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses il y a plein de certitudes. Donc, rendons les différents collaborateurs, mais aussi notre organisation capable justement de faire face à cet imprévu. Et sur la question de la remarque, en effet, on vous demande de tout tracer.
Donc, c'est l'illusion de l'hypercontrôle, c'est la peur du coup de la plainte, c'est la peur de ceci. Mais en essayant de tout tracer, on trace tout et n'importe quoi, et du coup, le niveau d'information est totalement perdu. Ce qui veut dire que quand on cherche des éléments probants par rapport à la situation réelle qu'on a, on les a pas en règle générale, du fait de ces stratégies de conformité. Et l'idée, ce serait plutôt, oui, tracer, parce qu'il faut tracer, ne serait-ce que pour dire aux collègues ce qu'on a fait, etc., mais peut-être être en capacité, et on revient à la première idée de la robustesse, être tracé de façon intelligente, où là, on va mettre l'intelligence de la situation pour dire ce qui est important. Ce qui veut dire que derrière, c'est qu'on va aussi individualiser les prises en charge et individualiser les traces. La façon de tracer. Et vous n'êtes pas aidé en ce sens puisque vous avez des logiciels où vous devez faire des standardisations de traçabilité. Et ça c'est pas robuste en fait, la standardisation. Petite question. Que se passerait-il il vous reste un quart d'heure si vous voulez après Allez, un d'échange. Du coup, après celle-ci, on passe aux conclusions. Que se passerait-il si vous supprimez 30% de vos indicateurs? D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Allez, dans le chat. Rien. Voilà, rien. Donc, du coup, on arrête de se mettre la rate au courbouillon. Pas grand-chose. On peut dire cool au niveau des indicateurs. Trouvons les bons indicateurs. Voilà. Alors, hop, du coup, on passe. Et l'idée, c'est quoi? C'est 5 tips pour aller vers la robustesse. Donc, premier tips, simplifier avant d'ajouter. Donc là, c'est la question des protocoles. Par exemple, donc on simplifie. Quel risque je couvre? Existe-t-il une procédure formelle efficace? Qu'est-ce que ça va coûter en termes de charge cognitive? Donc, à chaque fois, se poser la question, j'en mets un nouveau, j'en enlève un et je regarde ce qui est tout à fait pertinent. Donc, c'est de revenir à la simplification et la pertinence. Simplifier ne peut pas dire enlever la complexité. Hein. Ensuite, Martine? Eh bien, déplacer l'évaluation, parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'on évalue aujourd'hui? On va évaluer le délai, l'activité, la conformité, les non-conformités, etc. Ça veut dire déplacer vraiment l'évaluation vers quoi? Vers la capacité d'adaptation des personnes et des équipes et des organisations. On va évaluer la solidarité, la coopération, l'entraide dans les équipes. Et puis, on va évaluer quelque chose qui est très important pour la robustesse, qui est le niveau d'énergie des équipes. Où est-ce qu'on est le niveau d'énergie des équipes? Est-ce qu'elle est en train de se brûler? Est-ce qu'il est important, d'introduire un système de refroidissement vis-à-vis des équipes? Et justement, dans les systèmes de refroidissement, ne plus dire on n'a pas le temps. Si vous avez le temps, vous allez remplir vos agendas en s'autorisant des temps, en disant là c'est mon temps de respiration. Je vais réintroduire des temps d'équipe. Des temps, ça ne veut pas dire 3 heures, 3/4 d'heure, c'est largement suffisant. Mais du coup, on remet des temps de partage, on remet des temps de coordination, on remet des temps où on discute du travail, on remet des temps où on discute et on introduit ce que je disais tout à l'heure sur la définition de la robustesse, des temps de discordance, des temps où on va être en capacité de construire un vrai consensus et non un compromis. On va construire une pensée commune. Donc, la coopération, ça démarre par la pensée commune. La coopération, c'est communiquer pour travailler ensemble. Voilà. 4e tips possible. Alors, investir dans la coopération, donc tu as commencé là-dessus, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Et non dans le contrôle, donc ça veut dire que aujourd'hui on investit beaucoup dans le contrôle. Demain, c'est de se dire, ok, si nous faisions confiance aux équipes, mais la coopération, ça demande du temps de partage, du temps où on va se connaître les besoins des uns des autres, le temps dans les services, mais aussi les temps entre les services.
hein, si on pense plus global, du temps où on va analyser aussi dans ce qu'on a fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'on peut reporter, mais qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins, et comment on va pouvoir raisonner autrement. Et puis de la coopération aussi au niveau du terrain, c'est-à-dire que les décisions soient au plus proche du terrain, au plus proche de ceux qui connaissent la réalité et les différentes options possibles pour améliorer, mieux fonctionner au niveau du terrain, entre guillemets. Et Et enfin, pour terminer, rendre explicites les limites. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la performance, c'est que quand on voit que une équipe répond, eh bien, même si c'est compliqué, on se dit, il n'y a pas de limite, elle peut continuer, elle peut faire à nouveau. Là, l'idée, c'est de dire, non, ça suffit, ça, c'est notre limite d'acceptation. On ne peut pas aller au-delà. Limite, ça ne veut pas dire plus de personnel. C'est une logique de performance, de demander des moyens pour répondre à la commande. Là, l'idée, c'est de dire, à l'heure actuelle, avec les moyens actuels, notre capacité d'absorption, c'est ça. Et même si vous nous mettez des moyens supplémentaires, ça ne changera pas notre capacité d'absorption parce que on se brûle aujourd'hui. Donc, vous nous mettez des personnes supplémentaires, c'est du carburant. Or là, on a besoin de refroidir. Et pour refroidir, c'est reconnaître les zones de surcharge chronique. Quand est-ce qu'on a des surcharges chroniques? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et l'idée, c'est de prioriser. La priorisation, elle commence par parler ensemble, hein. On ne peut pas prioriser si on ne coopère pas dans le service et avec les autres services et dans l'interdépendance des systèmes. Donc, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire. C'est peut-être la priorisation aussi, le recentrage. Qu'est-ce qui est impératif? Quelle est notre mission première? Et là, on voit bien c'est quoi la viabilité de notre service. Quelque part, c'est quoi notre boulot? Et du coup, c'est de reposer ces choses simples. Et derrière, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne seront peut-être reportées, il y a des choses qui ne seront plus faites à l'heure actuelle du fait qu'on est en surcharge. Et du coup, c'est pour qu'on puisse continuer à exister, qu'on puisse continuer à assurer la vitalité de notre système, redimensionner les missions et les activités. Donc, rendre explicite les limites, c'est pas remettre des ressources, loin de là. Et c'est pas faire avec ce qu'on a, c'est redéfinir les règles du jeu dans lesquelles on est. Oui, et pas fonctionner en mode dégradé aussi, parce que ça, oui, on oublie ce truc-là, ça n'existe plus, ça. Oh, c'est affreux, cette terminologie. Rien que la terminologie est affreuse. Ouais. Donc, pour terminer, l'idée... Alors... Peut-être un petit vote avant d'ouvrir aux questions. Du coup, dans les... Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait gérable, faisable? Dans le 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qui vous parle? Vous pouvez en avoir un ou deux. Dans les 5 tips, qu'est-ce qui vous parle? Le 5, vous vous dites, ça, ouais, ça serait vraiment le truc à faire en priorité. 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tout. 5. Ok. Qu'est-ce qui ressort du coup, Guillaume? Là, il y a un peu de tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 4. Oui, il y a un peu de tout. Ça dépend dans les personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous voyez, aller vers la robustesse, c'est prendre un des 5 tips. Donc, c'est des choix qu'on a fait par rapport à nos réalités, à Martine et à moi-même. Et en fait, déjà, si vous arrivez à mettre un des éléments, c'est top. Oui, il faut y aller pas à pas. Quelque part, ça peut être une conduite managériale de dire j'en mets un, puis un deuxième, voilà. Et à la hauteur, bien évidemment, de vos environnements et de la complexité dans laquelle vous vous trouvez. Mais ce qui va se dire sur notre conclusion, c'est une question en fait de philosophie managériale. Il faut faire vite parce que là, il reste 7 minutes. Ouais. Mais oui, mais il ne passe pas. C'est parfait, c'est pas grave. Si après, il y a 2-3 questions qu'on termine bien à la nuit. Oui, donc pour terminer, c'est vous dire que en fait, la robustesse, c'est une question de philosophie. Et donc, du coup, c'est les 3 clés pour basculer, c'est ralentir, diversifier et coopérer. Les 3 termes, c'est ça. Et c'est d'aller vers un système que Amand appelle le système de la santé humaine, c'est-à-dire on s'intéresse aux hommes,
Il ne faut pas qu'il brûle. On s'intéresse au système. Il ne faut pas qu'il brûle non plus. Et on s'intéresse bien évidemment à l'écosystème parce qu'on est dans un univers où toutes les entreprises ont besoin, les organisations ont besoin d'énergie, de leur environnement, etc., etc. Voilà, on a été très vite. Est-ce que vous avez des questions? Oui, puis il y a eu pas mal de choses dans le chat. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un replay? Oui. Est-ce qu'il y a un replay? Oui. Est-ce que le diaporama sera effectivement disponible? Oui. Il y a eu ça comme question. Ouais, après, quelques remarques en complément que tu as pu lire, Martine. Oui, pas tous. Voilà, il nous vu reste qu'il y a des 5 choses minutes. intéressantes. Si effectivement il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, alors est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, sinon on reprendra en fait les remarques qui ont été faites dans le chat parce qu'il y en a eu pas mal et j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes en fait qui passaient. Lydia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation. Moi, j'avais une question concernant justement au niveau des organisations. Est-ce que selon vous, en fait, on a comment dire, si on veut mettre en fait ce concept de robustesse en place, combien de temps, parce que vous avez parlé en fait d'une vision sur du long terme, si en fait on voudrait changer le système en France, parce que vous avez bien compris qu'on n'y est pas du tout, ça mettrait combien de temps? Est-ce que quelqu'un a modélisé en fait un ratio au niveau du temps qu'il faudrait en fait mettre pour cela? Alors, déjà, dans le modèle que propose Amand, ce n'est pas d'aller dans une vision totale. C'est que plutôt les personnes qui s'en sentent en capacité, c'est d'inscrire leur activité professionnelle et de modifier leur organisation et donc du coup de co-construire sur leur système à eux. Et puis après, et c'est ce qui monte, ça marche par capillarité, c'est-à-dire que ça se diffuse au fur et à mesure. Par contre, on ne peut pas décider du jour au lendemain, et ça, vous voyez, c'est une transformation aussi en termes de philosophie, je décide et je l'applique. C'est-à-dire que dans le système de santé, on ne peut pas dire, hop, on fait un décret, tout le monde devient robuste. Ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de logiciel en termes de compréhension de son environnement. Donc déjà, il y a ce premier postulat-là, et ensuite, c'est long, et on pourrait dire, quand on sait qu'une transformation normale, à l'heure actuelle, avec je dirais le recul qu'on a, c'est entre 3 et 5 ans pour arriver à quelque chose qui montre qu'en effet, on est passé d'un point A à un point B. Là, étant donné qu'on change de norme et qu'on du coup, on modifie, on pourrait dire que c'est, moi je dirais, sur une dizaine d'années. Mais c'est progressif en fait. Voilà. Et après, il y a un effet boule de neige. Le plus difficile, c'est presque les premiers pas, justement, parce que ça demande un changement de vision. Et quelqu'un disait, oui, il faudrait que le CODIR soit OK. Ben, bien sûr, comme toute transformation, comme tout changement, mais encore plus comme toute transformation, ça commence par le haut, bien sûr. Et si le haut n'y croit pas, ben, ça va jamais fonctionner, ça c'est sûr. Mais vous voyez, sur les instituts, sur les établissements de santé, ça commence au directoire. La robustesse, elle commence par l'implication médicale qui finit par dire on arrête de courir après la performance, on arrête de courir après la DMS, on arrête de courir par ça. Aujourd'hui, on nous demande d'assurer l'accès aux soins. C'est ça notre objectif. Vous voyez, c'est pas la DMS. Et donc, du coup, de quelle manière on peut assurer l'accès aux soins? Et là, les médecins, quand ils sont dans cette logique-là, ça va remettre autre chose. Vous voyez, ça, c'est une manière d'impulser. Donc, c'est certes le CODIR, mais aussi c'est une nouvelle redistribution de la façon dont on va fonctionner dans le système hospitalier, c'est-à-dire que chaque acteur a sa place. C'est-à-dire, c'est pas qu'une histoire de CODIR, c'est une histoire de CODIR, du directoire, de la CME, de la commission des paramédicaux, etc., etc. Tout le monde a sa place, c'est-à-dire c'est travailler ensemble sans être dans une hiérarchie, c'est-à-dire que chacun a une vision et cette vision, elle est pour co-construire, par exemple, la vision de l'accès aux soins, si je vous prends cet exemple-là. Est-ce que c'est plus clair?
Oui, c'est très, très clair. Merci. Martine, si tu veux dire, il y a une question dans le chat. Oui, il y a une question, Voilà. j'allais la lire. Au Est-ce que niveau des vous nœuds pourriez d'incohérence. Je pense que c'est dans ta présentation au tout début, Sandrine, tu parlais de nœuds d'incohérence. Et la personne demande, c'est Doriana, pourriez-vous repréciser les nœuds d'incohérence? À quoi peuvent-ils faire référence dans nos organisations? C'est quoi les nœuds d'incohérence? Alors aujourd'hui, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de nœud d'incohérence. Il faut que ce soit fluide, d'où les fameux protocoles et processus. Et les nœuds d'incohérence, ce serait d'accepter, par exemple, que dans une façon de fonctionner, à un moment donné, on ait la possibilité d'avoir 3, 4, 5 choix face à nous. Et là, ce serait de dire, on va peut-être pas faire un choix, mais on va peut-être faire un premier choix, revenir en arrière, faire un deuxième choix, revenir en arrière, faire un troisième choix, revenir en arrière, puis revenir au premier. Aujourd'hui, vous proposez ça à des équipes, ils vont dire « Ah, ils savent pas ce qu'ils veulent, donc du coup, on va pas bouger. » Mais si vous expliquez que, et je vais rebondir sur ce qu'a énoncé Martine, qui est l'erreur et essai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bon choix. On a le choix entre la peste et le choléra. Donc l'un et l'autre sont délétères. Du coup, il nous faut essayer la peste. Ah, on s'aperçoit que la peste ne convient pas. On revient sur notre nœud. On essaye le choléra. Ah, le choléra n'est pas terrible. Ah, mais la peste a changé. Donc, on revient sur la peste. Vous voyez, c'est cette question-là. Donc, les nœuds d'incohérence aujourd'hui, Doriana, on n'en a pas dans les entreprises. Ils font tout pour que ce soit justement lisse, fluide. Et là, c'est accepté qu'il y a des endroits où, en fait, on a des zones de non-choix. Et du coup, dans un non-choix, on va piétiner, labourer cette zone de non-choix pour finir par décider, ah, bah si on va faire pousser la branche en haut à gauche. Voilà, c'est pour l'illustrer, c'est les nœuds qu'on trouve sur les arbres, en fait. Alors, il y a une question importante et ça, c'est vraiment clé. C'est la peur, la peur de se tromper. Et alors là, moi qui ai vécu à l'étranger pendant pas mal d'années, c'est vraiment une des spécificités françaises, parce qu'elle a le but, ce serait d'être en test and learn, c'est-à-dire qu'on apprend par l'erreur, mais on apprend aussi en essayant, en testant. D'accord? Mais là, il y a effectivement, qu'est-ce qui se passe si on se plante? Qu'est-ce qui se passe si c'est pas parfait du premier coup? Et là, ça nous tétanise. Et je crois qu'on a vraiment du travail à faire, essentiellement nous, Français, pour regarder autrement l'erreur. On apprend par l'erreur. Si on ne fait pas d'erreur, ça veut dire qu'on n'apprend rien de nouveau et ça veut dire qu'on reste figé dans un monde qui bouge. Et ça, c'est pas OK. Et donc, c'est du coup, comment est-ce qu'on traite l'erreur de façon générale dans nos organisations? Est-ce qu'il y a vraiment des permissions de se tromper? Et est-ce qu'il y a des règles qui nous protègent si on se trompe? Et ça, rien que ça serait un sujet d'un webinaire, je crois. Mais par exemple, sur cette question-là, sur la santé, posez-vous la question, à quoi servent vos REX, vos retours d'expérience ou vos revues de situations problématiques? On cherche un coupable. Alors que l'idée de ces temps-là, c'est justement de réfléchir pour voir s'il n'y avait pas de nœuds, pour revenir à la question de Doriana, des nœuds où on aurait pu en effet travailler différemment, choisir d'autres pistes, et surtout de dire quelles leçons on en tire et quelles pratiques on va tirer derrière pour modifier son fonctionnement. Ce qu'on n'a pas abordé, parce qu'on l'a fait très rapidement, c'est que la robustesse, c'est l'idée de la co-responsabilité. Donc, c'est pas moi qui ai fait une erreur parce que c'est moi qui ai posé l'acte. J'ai posé l'acte parce que je réponds à des dominos. Et moi, j'étais le dernier domino. Mais n'empêche que sans les dominos précédents, j'aurais pas posé l'acte. Et du coup, c'est de quelle manière, ensemble, dans notre co-responsabilité, on peut éviter. Et vous voyez déjà, rien que ça, la notion d'erreur, elle n'est plus la même. Mais retravailler tout est apprentissage. C'est tout est apprentissage, en fait. C'est nos succès sont en apprentissage, mais on apprend même plus, en fait, de nos erreurs. Pour, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut s'y prendre autrement? Et là, vous faites du nouveau. Sinon, qu'est-ce qui se passe si l'erreur n'est pas permise? On la cache, on la dissimule et on n'apprend pas des erreurs. Donc, en fait, on reste dans le figé. Et nous, et l'équipe, et l'organisation, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ouais, il y avait le besoin de sécurité poussé à son paroxysme. Ça aussi, ça serait super intéressant. Il y a plein de choses qu'on pourrait développer, hein. Oui. Effectivement, la peur de ne pas maîtriser qui fait qu'en fait, on met des protocoles, etc. Mais c'est une illusion de pouvoir tout maîtriser dans un monde VUCA et banni, hein. Alors, sur toutes les études en psychologie sociale qui travaillent sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe va se sentir sécure, que ce soit un groupe de travail ou autre, en fait, la principale chose, c'est l'acceptation de la différence de l'autre et la construction des interdépendances. Or, c'est proche de la coopération. Donc, le protocole va nous individualiser. Le travail de règles communes de fonctionnement va nous permettre, au contraire, d'exister ensemble. J'ai Annie qui nous dit dans des institutions EHPAD avec un ratio de personnel scandaleusement bas, pardon, une verticalité très prégnante encore, mettre de la pensée quand on a 10 minutes pour laver une personne dépendante, désorientée, point d'interrogation. Ben oui, c'est typiquement la situation où on n'a pas de marge, pas de respiration, on n'est que dans l'efficience. Mettre le moins de temps possible pour une tâche donnée. Donc on n'est pas du tout dans la robustesse. Et justement, est-ce que avec ce personnel, du coup plutôt changer de paradigme, ne partez pas on a du personnel scandaleusement bas. On a du personnel, on a une réalité de travail. De quelle façon pourrions-nous faire en sorte que les gens soient en santé? Mon objectif, c'est que les gens soient en santé, que ce soit mes personnels ou les résidents. Et du coup, vous voyez, posez-vous la question, de quelle manière être en santé, sachant que vous savez pertinemment que vous n'aurez pas de ressources supplémentaires. Et c'est pas parce que vous aurez des ressources supplémentaires qu'ils vont pas se brûler les ailes. Et la robustesse, c'est de se poser, vous voyez, c'est ça le changement de paradigme, c'est de se dire, avec ce qu'on a, quel est notre objectif? Et du coup, repositionner les choses. Est-ce que peut-être on doit revoir le rythme de travail? Est-ce que peut-être on doit voir le séquençage des journées? Est-ce que peut-être aussi on ne peut pas faire appel à des amis, la famille, d'autres personnes, ceux qui font de l'animation, etc., etc., etc. Alors, je ne dis pas que j'ai la solution toute faite, hein, loin de là, mais pour vous montrer de quelle façon on peut penser la chose. Pour vous donner juste pour être en disruption, parce que sinon, pour donner de l'air. Et voyez, le changement d'objectif, c'est pas de faire les toilettes, c'est je veux faire en sorte que tout le monde soit en santé. Voilà. Oui, quelqu'un nous parle de feedback. Oui. Il y a quelqu'un qui nous parle de feedback aussi. Et oui, bien sûr, c'est intéressant. Oui, complètement. Les Rex, feedback, effectivement. Ouais. Et du coup, ça veut dire le feedback, c'est là où on va prendre du temps de rediscuter des situations positives, négatives, neutres. Vous voyez? Mais instituer du feedback, c'est instituer de la marge. Et c'est pas du temps perdu, loin de là. Et il nous reste à remercier tout le monde. Merci beaucoup. Le temps était limité. C'est vrai, c'est toujours un peu frustrant et en même temps, voilà, très chouette. Les remarques et les questions étaient très chouettes. Merci à vous.